Il est 10h32, je vous propose de commencer. Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire organisé par le CNPA et que nous avons choisi d'intituler « Formation, connaître et choisir les solutions pour développer les compétences de vos salariés ». Je me présente, je suis Lionel Labou-Orsini, juriste expert au sein de la direction des relations sociales du CNPA, en charge notamment des problématiques emploi-formation. Ce matin, je ne suis pas tout seul, puisque je serai accompagné, et j'ai le plaisir d'accueillir Virginie de Pierrepont, présidente du GNFA. Bonjour Virginie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Et nous serons également accompagnés par Rachid Hanifi, directeur général adjoint de l'Opcomobilité, en charge de la branche des services de l'automobile. Bonjour Rachid. Bonjour et bonjour à tout le monde. Je vais laisser la parole à Virginie puis à Rachid pour qu'ils puissent se présenter en quelques mots. Virginie, si tu veux bien nous dire quelques mots. Oui, bonjour, Virginie de Pierrepont. Donc, je suis concessionnaire DP et je préside donc le GNFA depuis février 2019. Merci Virginie. Alors, Rachid. Rachid Hanifi, je suis directeur général adjoint de l'Opcomobilité en charge des branches automobile, urbain et ferroviaire, et RATP. J'occupe ces fonctions depuis un peu plus de 2 ans maintenant et j'étais précédemment en charge de l'action territoriale, c'est-à-dire les délégations au sein de l'ANFA. Merci Rachid pour ces quelques mots. Comme vous le savez, la notion de compétence est présente dans les discours et les pratiques depuis près de 30 ans et est aujourd'hui considérée comme un des éléments structurants du marché du travail et de la relation emploi-formation par les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs institutionnels. Rappelons que depuis la dernière réforme, la notion de compétence a pris une importance considérable au travers de la loi du 5 septembre 2018. À ce titre, il y a un dernier rapport qui a été publié par France Stratégie en avril 2021 qui est intitulé « Quelle place pour les compétences dans l'entreprise ?» Et c'est bien sur ces compétences que nous allons évoquer ce matin au cours de ce webinaire, puisque toutes les entreprises, qu'elles soient TPE, PME et grands groupes, rencontrent des enjeux de compétences lorsqu'elles cherchent notamment à atteindre leurs objectifs opérationnels et stratégiques. C'est pourquoi ce matin, nous vous proposons d'évoquer 3 thèmes. Le premier thème sera dédié au plan de développement des compétences. Le deuxième thème sera dédié au dispositif PROA. Le troisième thème sera dédié à un dispositif spécifique à la branche, à savoir compétences emploi 2020-2022. Les objectifs de ce webinaire que nous avons fixés avec Virginie et Rachid sont les suivants. Le premier objectif, c'est de vous informer, bien sûr, sur les différents dispositifs existants et notamment donc sur le plan de développement des compétences PROA et compétences emploi. Le deuxième objectif, c'est de vous donner les clés et les solutions afin de vous permettre concrètement de développer les compétences de vos salariés en fonction de vos besoins au travers des évolutions de vos métiers. Et enfin, le troisième objectif, c'est de vous donner la parole afin que ce webinaire puisse être le plus interactif possible. N'hésitez pas à nous poser des questions, notamment via le chat. Nous tenterons de répondre à vos questions en direct et si nous n'en avions pas le temps, nous vous répondrons ultérieurement par mail. Je vous remercie de bien vouloir couper vos micros pour ceux qui n'interviennent pas pour éviter toute interférence sur la ligne. Comme je vous l'ai dit, 3 thématiques seront abordées ce matin. Le plan de développement des compétences, le dispositif PROA et le dispositif compétences emploi. Avant d'évoquer ces 3 thématiques, nous avions envie avec Virginie et Rachid que Virginie et Rachid nous donnent leurs sentiments, leur regard sur la mobilisation des entreprises de la branche en matière de formation sur l'année 2020 et sur le début de l'année 2021, notamment sur l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de formation. Virginie. Merci Lionel. Effectivement, donc pour le GNFA, l'année 2020 a été une année difficile. Ça a été une année difficile pour vous, les entreprises. Ça en a été une difficile aussi pour le GNFA, puisqu'au moment du premier confinement, nous avons été obligés de fermer l'ensemble de nos centres. La réouverture s'est faite progressivement début juin
et à une période où vous, les entreprises, en juin 2020, vous étiez concentrés complètement sur la récupération de votre chiffre d'affaires perdu pendant le confinement et sur toute l'attention que vous pouviez porter à vos clients. Donc, on va dire que l'activité formation est réellement repartie seulement en septembre 2020. Sur 2021, l'activité se maintient. Maintenant, elle reste quand même, je trouve, peu soutenue. Eu égard aux dispositifs qui vont vous être présentés là de l'OPCO, qui sont très incitatifs. Donc je me permets de vous dire et de vous rappeler que tout est mis en œuvre sur les centres GNFA pour que vos personnels puissent venir se former en toute sécurité. Nous mettons tout en œuvre pour que le contexte sanitaire actuel soit formation. Et sachez que si nous avons eu des stagiaires cas contact, nous avons à chaque fois su les traiter et nous n'avons jamais, en aucun cas, vu ce de sans aucun contrôle. Je vous demande de bien vouloir couper vos micros pour éviter des interférences, s'il vous plaît. Non, c'est toujours sur Dell. Tu souhaites que je poursuive, Lionel? Oui, merci Virginie pour cet éclairage. Rachid, est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur l'activité de formation pour la branche des services de l'automobile? Alors, oui, alors je vais essayer de partager effectivement le. Alors, l'année 2020, je vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez aussi bien que moi. Ça a été une année qui a été très particulière et qui a effectivement, à partir du mois de mars, marqué un coup d'arrêt, notamment dans le développement de la formation, pour des raisons effectivement que chacun connaît. Je confirme effectivement ce que dit Virginie. À partir du mois de septembre, effectivement, on a pu constater une relance et une reprise, qui d'ailleurs arrive somme toute à produire globalement des résultats qui sont moins négatifs que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que quand on regarde globalement le niveau de la formation sur l'exercice 2020, on n'a pas eu, alors certes on a effectivement des manques, mais on n'est certainement pas sur une baisse qui est égale ou équivalente au nombre de mois pendant lesquels on sait qu'il y a eu effectivement une interruption de l'activité. Ce qui veut dire que les entreprises ont su redémarrer, bien redémarrer. Et surtout, ce qui alors en tout cas de mon point de vue, celui de l'OPCO, a vraiment été significatif sur l'année 2020, c'est que les entreprises n'ont pas baissé les bras en ce qui concerne le développement de l'apprentissage et de l'alternance, d'une moindre mesure sur les contrats pro, parce que c'est une année qui a vraiment été caractérisée par effectivement un fort développement d'apprentissage qui était déjà largement impliqué dans la branche. Et donc vraiment, ça je pense qu'il faut le saluer et le souligner. Alors 2021, c'est un peu tôt pour le dire. Moi qui ai effectivement un contact continu avec les délégations donc, qui sont vos interlocutrices sur le terrain avec des conseillers, alors ça semble se présenter sous de bons auspices. On voit effectivement en tout cas que les entreprises ont véritablement des plans d'action, qu'elles ont des projets. Je rejoins Virginie de Pierrepont lorsque Virginie souligne notamment que sur un certain nombre de dispositifs, on a nous le sentiment qu'il peut y avoir une sous-consommation et que peut-être il faut que là-dessus on mette en commun et collectivement un coup de projecteur pour être sûr effectivement que vous êtes bien en phase. Mais pour moi, l'année 2021, en tout cas, allez, je vais le dire, je reste assez confiant. Et si effectivement les conditions sanitaires le permettent, je pense que ce sera une année qui sera sans comparaison avec 2020. Voilà. Merci Rachid pour ces précisions. Je vous propose d'aborder sans transition le premier thème de ce webinaire que nous consacrerons au plan de développement des compétences. Le plan de développement des compétences, je vous le rappelle, a remplacé le plan de formation depuis janvier 2019 et recense l'ensemble des actions de formation que l'employeur fait suivre aux salariés de l'entreprise. Il permet donc l'adaptation des salariés au poste de travail et au maintien de leur employabilité. Il permet aussi à l'entreprise donc de développer les compétences nécessaires en fonction des évolutions techniques et organisationnelles. Le plan de développement des compétences, vous le savez, s'adresse à tout salarié, peu importe sa condition d'ancienneté. Sachez par ailleurs que le départ en formation d'un salarié est assimilé à l'exécution normale de son contrat de travail dans le cadre du plan de développement des compétences, de sorte que le salarié ne peut pas s'y opposer. Quelles sont les formations éligibles au plan de développement des compétences? Et on va s'arrêter, je vous propose qu'on s'arrête quelques instants sur cette problématique.
2 typologies d'actions de formation relèvent du plan de développement des compétences. La première typologie a trait aux actions obligatoires qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application des dispositions légales et réglementaires. Et la seconde typologie a trait aux autres actions visant à la professionnalisation, notamment bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience. Rachid, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous apporter des précisions par ce qu'on entend concrètement par action obligatoire conditionnant l'exercice d'une activité? Et est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, s'il te plaît? Ah, Rachid, ton micro. Oui, la typologie, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qu'on donne des illustrations, notamment, oui, des illustrations, par exemple, oui. aux habilitations électriques? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, voilà, j'ai des choses qui s'affichent en même temps. Oui, bah, on a effectivement la typologie des actions qui sont des actions obligatoires parce qu'aujourd'hui, elles conditionnent, comme tu le dis très clairement, l'exercice de l'activité. Et dans cette logique-là, elles vont notamment permettre aux salariés de pouvoir effectivement développer les compétences dont ils ont besoin. Alors, dans le cadre de l'automobile, la première, moi, qui me viendrait effectivement à l'esprit, ça va être effectivement les formations au titre de l'habilitation électrique. Après, d'autres actions qui vont viser la professionnalisation des salariés, bah, c'est effectivement des actions qui vont aujourd'hui permettre ce que le Code du travail définissait il y a quelques années encore comme l'entretien et le développement des compétences et qui sont aujourd'hui ce qu'on appelait par le passé le plan de formation des entreprises et des salariés en tant que tel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des exemples précis en tête ou en tout cas des points sur lesquels vous vous interrogez. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'en tout cas en matière d'action de formation qui s'inscrit dans le cadre du plan, on a eu un assouplissement de la part effectivement du législateur depuis 2018 et que la notion notamment d'action de formation, elle est bien plus ouverte que ce qu'on connaissait par le passé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment aujourd'hui qu'on puisse y faire entrer le plus grand nombre de choses possibles, sauf bien sûr effectivement des choses qui relèveraient de la sécurité et parce que là effectivement le législateur prévoit qu'elles ne sont pas dans le cadre du plan de formation mais bel et bien de la responsabilité directe de l'employeur. Mais hormis ça, aujourd'hui, il y a de moins en moins de restrictions. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Lionel. Oui, tout à fait. Merci Rachid. Sachant que concernant les modalités pédagogiques, le plan de développement des compétences peut mélanger à la fois des formations en présentiel, des formations réalisées en tout ou en partie à distance, avec la FOAD, et également des actions de formation en situation de travail. C'est bien ça, Rachid? Oui, alors ça aussi pareil. Parmi les idées reçues, avant on disait pour qu'une action de formation soit éligible au plan de formation, il faut que ça fasse une demi-journée. Il fallait effectivement qu'on soit en présentiel. Il fallait qu'on puisse attester de la présence. Alors, la durée n'est plus aujourd'hui identifiée comme étant un indicateur. Une action de formation, ça peut durer 1 heure. Et effectivement, vous pouvez avoir des choses qui vont durer 10 jours, qui ne seront pas une action de formation en tant que telle, parce qu'il n'y aura pas d'objectif pédagogique, parce qu'elle ne s'inscrira pas effectivement dans les logiques qui sont celles de l'entretien ou du développement des compétences. Donc, oui, ça peut être 1 heure comme ça peut durer effectivement 10 jours ou 1 mois ou 1 an. Oui, ça peut être en distanciel et en présentiel. Ça peut être les deux à la fois. Aujourd'hui, on n'a pas effectivement de logique et de doctrine. La seule chose sur laquelle effectivement le législateur aujourd'hui reste relativement exigeant, c'est la capacité effectivement à apporter la preuve que l'action a été réellement suivie. Je ne vous apprendrai rien en vous expliquant qu'on a, hélas, dans le cadre du marché de la formation, des gens qui ne sont pas tous armés de bonnes intentions et qu'effectivement, le législateur demande à ce qu'on soit vigilant puisque, vous le savez, les fonds de la formation sont des fonds publics et qu'on se doit effectivement de répondre aux injonctions de l'État en matière de contrôle. Merci Rachid pour ces précisions. Rachid, j'aurais une autre question à te poser. Pour aider nos entreprises présentes à ce webinaire, est-ce que schématiquement, tu pourrais nous donner les différentes étapes pour la construction d'un plan de développement des compétences? Ah bah, les constructions, en tout cas celles qui sont attendues aujourd'hui de la part des entreprises, c'est qu'il faut effectivement que l'entreprise fasse aujourd'hui très clairement le point par rapport aux compétences dont elle dispose effectivement en interne, c'est-à-dire qu'elle procède à la cartographie notamment des compétences de ses salariés, qu'elle identifie notamment sur cette base-là les priorités sur lesquelles elle doit effectivement construire ce plan de développement des compétences. Qu'elle puisse identifier les organismes de formation qui répondent notamment clairement à son besoin. Je le rappelle, aujourd'hui, l'OPCO, lui, s'interdit de choisir ou de référencer des organismes de formation. Donc il est important notamment que l'entreprise
puisse faire de la veille et bien identifier notamment les opérateurs de formation vers lesquels effectivement elle peut se tourner pour mettre en œuvre ces actions de formation. Bon, on a la chance d'avoir effectivement au sein de la branche le GNFA qui est un centre qui a aujourd'hui toutes les garanties et tous les équipements nécessaires pour mettre en œuvre la formation en tant que telle. Ensuite, la dernière étape, alors c'est pas la plus simple, mais en tout cas c'est celle sur laquelle nous on peut vous appuyer, c'est toute la partie d'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est toujours très désagréable pour nous de dire à une entreprise qu'on ne peut pas la prendre en charge financièrement parce qu'elle ne dispose pas du budget. Donc, on invite régulièrement les entreprises à pouvoir notamment se connecter sur le site de l'OPCO pour voir le budget dont elles disposent, de pouvoir être sûres notamment que si elles engagent une action de formation, elles seront effectivement indemnisées. Et si elles ont une incertitude, elles peuvent se rapprocher de leur délégation territoriale où on leur donnera tous les éléments et toutes les informations dont elles ont besoin de ce point de vue-là. Ce n'est pas la partie la plus simple, ce n'est pas la partie la plus agréable, mais c'est malgré tout un point de passage obligatoire. Mais je le répète, il faut quand même partir malgré tout et avant tout des compétences disponibles et des projets de l'entreprise, puisque le plan de développement des compétences est à la main du chef d'entreprise. C'est lui qui définit effectivement les actions à suivre. Et Lionel le rappelait tout à l'heure, quand on est dans le cadre d'une action de formation, on est bel et bien dans le cadre d'une activité. Et un salarié qui refuserait d'ailleurs de partir en formation se mettrait effectivement en délicatesse par rapport à son entreprise. Et ça pourrait même être un motif ou une cause de licenciement. Voilà. Mais vraiment, c'est un élément de management, la construction du plan de formation. Merci beaucoup Rachid pour ces précisions. Ce que tu évoquais concernant le financement va faire le lien avec le point suivant que nous souhaitions évoquer sur la prise en charge financière, les modalités de prise en charge financière au titre du plan de développement des compétences. On vous rappelle ce matin que seules les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un plafond de prise en charge par l'automobilité au titre du plan de développement des compétences. Ce point a évolué puisque avant 2018, les entreprises de plus de 50 pouvaient bénéficier d'une prise en charge. Avec la réforme de 2018, seules les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un plafond de prise en charge par l'automobilité. Vous voyez apparaître à l'écran les différents plafonds de prise en charge qui apparaissent à l'écran. Vous voyez qu'actuellement, pour la branche des services de l'automobile, ces plafonds de prise en charge sont déterminés en fonction donc, de l'effectif de l'entreprise. Vous voyez que pour les moins de 11 salariés actuellement, le montant, le plafond de prise en charge par entreprise est de 2 300 €, et ainsi de suite. 2 800 pour les entreprises de 11 à moins de 20. Ensuite, pour les entreprises de 21 à moins de 30, 3 300 €. De 31 à moins de 40, 3 800. Et de 41 à moins de 50, pardonnez-moi, 4 350. Je parle sous le contrôle de Rachid et sous réserve de la prochaine validation par le conseil d'administration de l'OPCO Mobilité qui aura lieu le 24 juin prochain. Ces plafonds de prise en charge devraient connaître une hausse de 200 € par tranche. Rachid, est-ce que tu confirmes cette information ? Alors, je ne la confirme pas parce qu'effectivement, je ne m'engage pas avant le conseil d'administration et puis parce que je pense qu'en plus, on a des échanges réguliers avec France Compétences, qui est en fait aujourd'hui, comme vous le savez, le grand argentier en matière de formation professionnelle. Et je pense que ça ne devrait pas être 200, mais 300. Mais bon, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nos entreprises. Voilà. Bon, on va quand même attendre le 24 juin, effectivement, pour se le confirmer. Et bien sûr que le conseil d'administration entérine et que, effectivement, nos comptables fassent toutes leurs additions avec France Compétences. Mais oui, effectivement, je confirme effectivement ce que tu disais. Aujourd'hui, les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient de ce niveau de prise en charge. J'ajoute quand même que, alors je vous le dis maintenant, mais c'est un peu tard, mais j'espère que vous avez su en profiter. Toutes les entreprises, effectivement, qui avaient ouvert leur compte M-Gestion avant le 31 mai, pouvaient bénéficier d'une bonification supplémentaire de 200 €. Donc, ça veut dire qu'elles étaient déjà, non pas à 2003, mais à 2005, et que là, du coup, elles bénéficieraient encore de 300 € supplémentaires. Donc, voilà. Donc, ça, c'est effectivement un point important. Mais oui, je confirme effectivement ce point-là. Après, j'ai envie de dire que le budget n'a d'intérêt que si on s'en sert. Cette bonification, Rachid, concernant l'utilisation de M-Gestion, donc qui est un outil digital dédié aux demandes de prise en charge,
est-ce que cette bonification a vocation à être poursuivie au-delà du 31 mai ou pas? Non, non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, c'était une opération qui avait été souhaitée par les administrateurs de l'OPCO pour notamment favoriser la dématérialisation et pour que les entreprises prennent le pli notamment de ces nouveaux outils numériques et qu'elles alimentent régulièrement la plateforme qui était mise à leur disposition, à la fois pour simplifier leur démarche administrative, mais en même temps pour pouvoir prendre l'habitude d'aller suivre leur compte en ligne, de voir réellement les fonds dont elles disposent. Donc la mesure était initialement portée jusqu'au 31 mars, elle a été prolongée jusqu'au 31 mai. Voilà, bon, je crois qu'effectivement aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir mobiliser les fonds dont on dispose pour élargir à l'ensemble des entreprises les bonifications. Mais c'est vrai que il faut vraiment que les entreprises prennent le pli de M-Gestion pour pouvoir effectivement s'engager dans cette dématérialisation des formalités. Merci, merci Rachid pour ces précisions. J'ai deux autres questions concernant le plan de développement des compétences à te poser, Rachid. La première a trait à la taille de l'entreprise. Concrètement, si je suis une entreprise de la branche des services de l'automobile composée de 3 établissements, de 20 salariés chacun, est-ce que je peux bénéficier d'un accompagnement financier au titre du plan de développement des compétences? Ah, excuse-moi, je suis désolé, j'ai eu une coupure. Si je suis une entreprise de la branche Ouais. multi-établissements, Ouais. donc 3 établissements composés de 20 salariés chacun, Ouais. est-ce que je peux bénéficier d'un accompagnement financier au titre du plan? Non, non, parce qu'effectivement, l'effectif pris en compte dans le cadre de la réglementation en matière de formation professionnelle, c'est celui de l'entreprise. Alors, ce qu'on entend comme par l'entreprise, c'est en fait, ça s'identifie autour du périmètre qui est celui du SIREN de l'entreprise. Et si une entreprise a effectivement 3 établissements, au sens où effectivement on l'entend, elle va avoir 3 établissements qui ont un SIREN commun et elles ont un SIRET, c'est-à-dire une terminaison différente, mais ça reste malgré tout la même entreprise. Et dans le cadre réglementaire, nous sommes effectivement dans la situation d'une entreprise de plus de 50 salariés et effectivement, elle ne peut pas bénéficier du plan de développement des compétences. Ça, c'est une des difficultés, notamment qui nous est souvent remontée sur l'effectif, sur la taille de l'effectif pris en compte, dans la mesure où, en fait, comme tu le sais, Rachid, la gestion de l'emploi et des compétences s'effectue pour certaines entreprises par établissement. Ouais, ouais, je sais, mais là-dessus, autant effectivement, on peut prendre en compte la dimension multi-établissement des entreprises et les gérer comme des groupes en tant que tels, autant là, en matière de prise en charge, on est ramené à l'effectif de l'entreprise en tenant au sens de sirène. Merci, merci Rachid. J'ai une dernière question à te poser, Rachid, concernant le plan de développement des compétences, avant de laisser la parole à nos participants et à Virginie, si elle souhaite nous apporter un éclairage supplémentaire. Est-ce qu'il existe des financements supplémentaires mis en place par l'Opcomobilité qui pourraient venir s'ajouter au plan de développement des compétences pour les entreprises de moins de 50 salariés? Alors, je ne sais pas si c'est ce à quoi tu fais Oui, tout référence, à mais en fait, tout cas, depuis le 1er mai dernier, tout à fait. l'Opco Mobilité a ouvert une ligne de crédit supplémentaire au profit notamment de ce qu'on appelle communément des publics prioritaires. En fait, dans le cadre effectivement de son action en faveur de publics prioritaires, le conseil d'administration de l'Opco a souhaité notamment qu'on puisse, en sus du plan de développement des compétences, ajouter une enveloppe qui visait notamment alors les publics prioritaires. Alors ces publics prioritaires, ils sont au nombre de 3. On va retrouver notamment le public féminin, qui est considéré, mesdames, comme un public prioritaire, mais ça permet notamment en tout cas de bénéficier d'une enveloppe supplémentaire. Les seniors, c'est-à-dire les plus de 45 ans. Et enfin, le troisième public, c'est les personnes qui ont effectivement, qui sont considérées comme appartenant au premier niveau de qualification, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau qui est inférieur ou égal au BEP-CAP. Pour ces personnes, en plus du plan de développement des compétences et par salarié, on peut bénéficier d'une enveloppe, quelle que soit l'action choisie par l'entreprise, de 875 € qui vient s'ajouter au montant dont dispose effectivement déjà l'entreprise au titre de son plan de développement des compétences. Par contre, alors, ça peut se combiner avec le plan de développement des compétences. Si vous avez besoin de 1 200 €, bah, vous pouvez prendre les 875 € et prendre le delta sur effectivement le plan de développement des compétences. Et c'est valable, par contre, par salarié. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez plusieurs salariés, alors vous ne pouvez pas, si vous êtes une femme de 45 ans qui a un bas niveau de qualification, cumuler les 3, mais par contre, vous pouvez en faire bénéficier une fois une femme,
une fois un senior parmi lesquels je compte, et une fois une personne qui serait sur les premiers niveaux de qualification. Là, il n'y a pas de blocage. Et tout ceci fonctionnera dans la limite effectivement des budgets de l'enveloppe disponible au niveau de l'Opco-Mobilité, c'est-à-dire, je crois qu'on est sur une enveloppe qui doit être de l'ordre de 3 millions d'euros. Et là encore, il devrait peut-être y avoir de bonnes surprises à la fin du mois. Merci. Ah, très bien. Merci Rachid pour ces précisions. Vous retrouverez évidemment l'ensemble de ces Alors, je vois informations. des questions, mais je ne peux pas répondre en même temps. Alors. Si, sur la dernière, Rachid, tu peux peut-être répondre. Mais je n'ai pas le temps de la lire. Alors, tout ce que tu viens de dire, là, est-ce que les entreprises de plus de 50 sont aussi éligibles? Non, on est effectivement uniquement toujours dans le plan de développement des compétences. En fait, on est dans un silo, c'est-à-dire que l'État nous enferme aujourd'hui au niveau du légal sur effectivement les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, quand on développe effectivement des actions complémentaires comme celle que je viens d'évoquer là, on s'appuie sur les fonds qui sont les fonds disponibles pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc, ce qui veut dire que de fait, on est à nouveau dans le cadre effectivement des entreprises de moins de 50 salariés. Alors, bon, il y aura peut-être des choses qui seront amenées à évoluer dans le temps, mais là, en tout cas, ce que j'évoquais, on est vraiment dans le cadre du plan de développement des compétences tel que le citait Lionel. Merci Rachid. Alors, effectivement, plusieurs questions ont été posées dans le fil de la conversation. Alors oui, vous recevrez le document de présentation qui sera amendé par rapport aux éléments complémentaires qui sont apportés ce matin par Virginie et Rachid. Concernant la question de Monsieur Martin, Monsieur Martin, Rachid nous demande s'il est possible de faire le lien entre formation obligatoire, non obligatoire et les obligations du bilan à 6 ans. Les actions de formation, qu'elles soient obligatoires ou non obligatoires, dès l'instant où elles sont inscrites dans le plan de développement des compétences, elles sont dans le cadre du bilan à 6 ans. Monsieur Martin, si vous souhaitez prendre la parole. Ah oui, Thomas. Merci. Ah bah oui. Non, bonjour Monsieur Martin. Dans le bilan 6 ans, il y a un distinguo formation obligatoire, formation non obligatoire, clairement écrit, où à compter de l'année prochaine, il y a un distinguo, toutes les formations ne rentreront plus dans le bilan 6 ans. Jusqu'à présent, c'était le cas pour cette année qui était la première année, mais l'année prochaine, il y a une distinction. Alors, je vous avoue que je ne suis pas rentré dans ce détail-là, puisque le bilan 6 ans, nous, au niveau de l'OPCO, on n'est pas directement effectivement en charge de la rédaction et de la préparation du bilan. Il faudrait que je reprenne effectivement langue avec les juristes sur le sujet. Mais effectivement, moi, je confirmais ce que vous évoquez, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on prenait toutes les actions qui rentraient dans le cadre du plan de développement des compétences. S'il y a une subtilité concernant effectivement… Donc, il s'agirait d'exclure, vous dites, à partir de 2021 ou 2022, les actions non obligatoires? C'est ça que j'entends? Les actions obligatoires. Ah oui, d'exclure les actions obligatoires. Du bilan 6 ans, ouais. Il ne faudrait oui, c'est logique. que des formations non obligatoires, ce qui pourrait sembler logique, mais ce qui est quand même très pénalisant. Non, mais bien évidemment. Alors, ce qui est logique, parce que je le rappelle, la logique du bilan 6 ans, c'est une logique qui visait notamment à permettre aux services de l'État d'évaluer aussi les actions qui pouvaient être engagées par les entreprises pour valoriser et favoriser le développement des compétences de leurs salariés et qui permettait aussi, vous le savez, une bonification du compte personnel de formation. Donc, ce faisant, le législateur et les services de l'État, qui sont notamment comptables aussi de ces sommes, vont s'assurer effectivement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de logique de transfert et que voilà, on n'a pas permis effectivement à l'entreprise d'échapper à ses obligations par rapport à ça. Donc oui, j'entends ce que vous dites. Mais dans la branche, quand on voit déjà toutes les formations obligatoires quasiment dispensées par les constructeurs pour la mise à niveau de nos techniciens ou de nos vendeurs ou de nos personnels, si toutes celles-là finissent par sortir du champ du bilan 6 ans, non, je ne pense pas. Alors, je pense qu'il faudra faire… Alors, ça pourrait donner lieu à un webinaire dédié. Et là, on pourrait même faire venir, si vous voulez, un expert du ministère du Travail. Mais non, je pense que les formations qui peuvent être, de votre point de vue, obligatoires parce que mobilisées par le constructeur, ne s'inscrivent pas dans le cadre, effectivement, des formations obligatoires, au sens où l'entendent, effectivement, les services de l'État. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le cadre, je vais dire n'importe quoi, allez, vous avez un technicien qui doit aller à la formation sur la dernière capture hybride. C'est une formation obligatoire parce qu'elle est liée pour vous notamment à la tenue du panonceau. Au sens des services de l'État, c'est de l'entretien ou du développement des compétences. Ce n'est pas pour autant une formation obligatoire parce que impérativement liée à l'exercice de l'activité. Même si sur le plan subjectif, chez vous, elle y est, il n'y a pas de lien réglementaire entre effectivement…
Je vais prendre un exemple qui va être simple. La FCO, c'est une formation obligatoire à suivre pour la conduite. Si vous n'avez pas votre habilitation FCO, vous ne pouvez pas conduire un bus. Vous, aujourd'hui, la formation obligatoire qui vous est imposée par le constructeur pour effectivement la dernière capture, elle n'est inscrite nulle part effectivement dans un cadre légal. Donc je pense qu'il faudra effectivement redéfinir, et je prendrai la tâche effectivement là-dessus de Lionel, pour qu'on vous redonne notamment des éléments sur le sujet, pour bien faire la part des choses par rapport à ce que le législateur entend comme formation obligatoire. Mais c'est bien noté, Monsieur Martin. Merci, Rachid. Merci à vous pour ces précisions. Pour répondre en direct à Monsieur Meunier, concernant les 3 publics prioritaires concernés par les financements supplémentaires au titre du plan de développement des compétences, ce sont les suivants. Ce sont le public féminin, les seniors de plus de 45 ans et les personnels les moins qualifiés, c'est-à-dire un niveau de qualification inférieur au bac. Donc, ce sont les trois publics prioritaires. Et concernant ces financements supplémentaires, Rachid, est-ce qu'il y a des démarches à effectuer auprès de l'Opcomobilité pour bénéficier de ces financements supplémentaires? Alors non, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'on fait l'ingénierie à votre place. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous nous faites une demande de prise en charge, on va regarder si effectivement, au moment de la demande de prise en charge, si vous êtes dans le cadre d'une logique prioritaire. Si vous êtes dans le cadre d'une logique prioritaire parce que ça vise un public féminin, un senior ou effectivement un premier niveau de qualification, la personne qui va traiter votre dossier ne piochera pas dans votre enveloppe de PDC, elle prendra dans la limite, à chaque fois qu'elle peut le faire, sur effectivement cette enveloppe de 875 €, ce qui permettra effectivement de ne pas débiter ou pas plus que nécessaire votre enveloppe. Juste par rapport à la question de M. Meunier, alors je sais qu'effectivement le site du CNPA, et on y veille avec les équipes du CNPA, vous donne toute une série d'informations, mais je voudrais également vous dire que vous avez sur le site de l'Opcomobilité des guides pratiques, avec notamment une page qui est dédiée à la branche des services de l'automobile, où vous voyez à chaque fois par dispositif l'ensemble des éléments. Donc vous y trouverez toutes les informations utiles, notamment concernant les publics, les niveaux de prise en charge. Donc n'hésitez pas à le consulter, parce que vraiment, on essaye à chaque fois, dans un délai maximum de 48 heures après l'adoption des mesures, de le mettre à jour. Alors, concernant la question de Madame Morin, je vais la noter, Madame Morin, et je vous répondrai ultérieurement sur ce point, puisque la prime de formation qualification est un dispositif conventionnel, et on ne va pas traiter de cette question ce matin, mais je vous propose de vous répondre ultérieurement sur ce point. Sur la question de Madame Krieger, pardon. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur votre question? Quelles formations peuvent être financées? Vous pensez à quoi, Madame Krieger? Allez-y, vous avez la parole. Ah, on ne vous entend pas, Madame Krieger. Alors peut-être pour répondre à la question de Mme Krieger, le temps que son micro s'ouvre. En fait, il n'y a pas de limite aujourd'hui sur le plan de développement des compétences. Alors, ce que disait Lionel, bien sûr, on ne finance que les coûts pédagogiques hors frais annexes et les coûts salariaux. Mais après, c'est toute action de formation que l'entreprise jugera utile et qu'elle choisira de rendre finançable au titre de son plan de développement des compétences. Alors ça peut être des langues, ça peut être de l'enseignement général, ça peut être des choses extrêmement techniques, ça peut être du macramé. Voilà, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de contrainte. C'est vraiment, quand je disais tout à l'heure que le plan de développement des compétences, c'est un acte de management. C'est vous qui décidez ce dont vous avez besoin et les raisons pour lesquelles vous en avez besoin. Moi, je n'ai pas à juger quand je finance une action de formation. Est-ce qu'il faut des langues dans une station-service? Est-ce qu'il faut effectivement savoir travailler sur la relation client quand on est dans une concession ou chez un loueur? C'est votre responsabilité. Nous, ce qu'on va vérifier, c'est la conformité, c'est-à-dire qu'on ait un programme de formation, qu'on ait une convention de formation, et pour financer, qu'on ait bel et bien une facture et une attestation de présence. Voilà. Après, c'est vraiment votre responsabilité. Là où il y aura juste une limite, je vais le dire parce que comme ça, ce sera dit, c'est qu'effectivement, on va se méfier de tout ce qui est sectaire. Hein, je le dis parce que c'est, hélas, en matière de formation professionnelle, on a encore ce type de choses qui existent et où effectivement, des choses où on a quelques organismes peu scrupuleux. On a vu par exemple arriver des contrats d'apprentissage qui étaient faits ces mois derniers par un CFA qui arrivait à vous placer 50 apprentis dans une entreprise de moins de 11 salariés. Sur le principe, c'est méritant, mais ça laisse quand même un certain doute sur effectivement
l'organisation. Voilà. Donc des voyous, il y en a partout et il y en a hélas aussi dans le domaine de la formation. Merci à vous. Merci Rachid pour ces précisions. Virginie, est-ce que tu veux nous apporter un éclairage sur cette problématique, ou tout a été dit? Non, écoute, je pense que tout a été dit et qu'on a répondu aux questions des personnes qui sont avec nous ce matin. On peut continuer. Ça marche. Écoutez, je vous propose donc de passer à la deuxième problématique de ce matin, à savoir le dispositif PROA. Alors, le dispositif PROA est un dispositif qui a été mis en place par la loi du 5 septembre 2018, qui est un dispositif donc, de reconversion ou de promotion par l'alternance, qu'on a l'habitude désormais d'appeler PROA. Ce dispositif, en fait, a remplacé la période de professionnalisation que vous connaissiez toutes et tous avant la loi de 2018. Et ce dispositif donc, permet la mise en œuvre d'actions en faveur de la reconversion ou de la promotion via l'obtention d'une qualification reconnue. Donc ça permet également d'accompagner une GPEC d'entreprise, et ce dispositif a vocation donc à favoriser l'évolution professionnelle du salarié, le maintien dans l'emploi des salariés les moins qualifiés. La branche des services de l'automobile s'est très tôt saisie de cette problématique, puisque pour pouvoir être mis en œuvre, le législateur a souhaité que le dispositif PROA soit encadré par un accord de branche. L'accord de branche des services de l'automobile a été signé le 22 octobre 2019, sauf que pour être pleinement mis en œuvre, le législateur a ajouté une condition supplémentaire, à savoir que l'accord de branche devait être étendu, de sorte que l'extension n'est intervenue que le 30 juillet 2020, de sorte que la mobilisation et le lancement effectif de ce dispositif n'a été possible qu'à compter du 1er août 2020. Pardonnez-moi, si vous aviez la gentillesse de couper les micros, ce serait plus confortable. Merci à vous. Sachez que le dispositif PROA est mis en avant actuellement par le ministère du Travail comme un outil devant permettre à la relance économique et sociale et le maintien dans l'emploi au regard des conséquences économiques et sociales liées à la crise que nous venons de traverser. Concrètement, comment ça se passe pour le dispositif PROA? Le dispositif PROA repose sur l'alternance entre formation théorique et formation pratique, sachant que le dispositif s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Les actions de formation donc, doivent être comprises entre 15 et 25% de la durée totale de la PROA et ne doivent pas être inférieures à 150 heures. Elles peuvent être portées au-delà de 25% pour certaines catégories de bénéficiaires visés par l'accord de branche. Sachez que dans le cadre de la PROA, et c'est ce qui fait aussi sa spécificité, c'est que l'employeur désigne parmi les salariés de l'entreprise un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire du dispositif. Ce dispositif s'adresse à l'ensemble des salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD, et une précision a été apportée pour ce dispositif, c'est que les salariés placés en activité partielle peuvent également bénéficier du dispositif PROA. Une condition cependant est à observer, c'est que les salariés doivent justifier d'un niveau de qualification inférieur à la licence pour pouvoir être éligibles au dispositif PROA. Quelles formations sont éligibles à la PROA? Les diplômes d'État qui sont éligibles de droit, puis toute une liste de certifications professionnelles éligibles à la PROA, et cette liste a été définie par l'accord de branche au sein d'une annexe qui fait partie de l'accord de branche, et en son sein sont visées 113 certifications de la branche qui ont bénéficié de l'extension. 113 certifications de la branche sont éligibles à la PROA. Alors, les certifications éligibles sont donc les CQP et les titres à finalité professionnelle, et concernent de nombreux domaines, je ne vais pas tous vous les citer, mais notamment la maintenance, véhicules légers, véhicules industriels, motocycles, toutes les certifications relevant des services multimarques de la prévente, les CQP carrossier peinture, la vente de véhicules, la préparation et la rénovation des véhicules, dépannage, remorquage. En réalité, ce que vous devez retenir, c'est que
aujourd'hui, seules les certifications relevant des parcs de stationnement ne sont pas éligibles au dispositif PROA, dans la mesure où les services du ministère du Travail ont considéré que ces certifications ne répondaient pas à ces objectifs d'obsolescence des compétences et d'évolution des mutations technologiques. Donc, le CNPA mènera toutes les actions de lobbying nécessaires pour que ces CQP puissent être éligibles. Nous y travaillerons dans les prochains mois pour apporter un nouvel argumentaire. Alors, justement, concernant, pardonnez-moi, les actions de formation éligibles à la PROA, Virginie, est-ce que tu pourrais nous évoquer quelles sont les actions de formation dispensées par le GNFA en la matière? Alors, le GNFA dispense aujourd'hui 2 formations en alternance qui sont concernées par la PROA. Il s'agit du titre à finalité professionnelle vendeur auto et du titre à finalité professionnelle réceptionnaire après-vente. La PROA permet quoi aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, en fait, ces 2 formations, jeunes vendeurs et jeunes réceptionnaires après-vente, étaient destinées à des jeunes qui avaient un niveau bac, bac plus 2, qui rentraient dans ces formations en alternance pour 8 à 12 mois et qui après venaient exercer les métiers de vendeur ou de réceptionnaire dans des concessions. La PROA permet aujourd'hui aux entreprises de promouvoir, grâce à cette formation en alternance, une personne qui serait déjà salariée de l'entreprise et qui souhaiterait évoluer vers ces métiers. Je prends un exemple tout simple. Si dans une concession, un metteur en main de véhicules se révèle avoir des compétences particulières et un relationnel client intéressant pour l'entreprise, le chef d'entreprise pourrait se poser la question de se dire, ben tiens, il a des appétences pour la vente, par contre, il a besoin d'accompagnement, il a besoin d'être formé à la vente auto. Et dans ces cas-là, cette personne qui est metteur en main au sein de l'entreprise peut rejoindre un groupe GNFA de formation de vendeurs auto et suivre l'ensemble du cursus donc en alternance entre formation théorique et formation en entreprise pour obtenir le titre à finalité professionnelle vendeur auto et occuper le poste par la suite dans l'entreprise. Pareil pour la réception après-vente, qui est un métier quand même spécifique. Il peut y avoir des gens issus de l'entreprise qui ont envie de se lancer dans ce métier. Auparavant, les entreprises, entre guillemets, se débrouillaient toutes seules pour former les gens avec leurs collègues. Aujourd'hui, il y a la possibilité d'intégrer aussi les formations du GNFA et d'évoluer et d'utiliser en fait cette formation en alternance pour pouvoir après occuper le poste. Merci Virginie pour ces précisions. Monsieur Martin nous indique dans le fil de la conversation qu'il serait excessivement dommage de réduire le champ des possibles de la PROA. Au contraire, on a besoin de la PROA pour porter davantage, pour que la PROA porte sur davantage de public. On partage votre observation, Monsieur Martin, sur le fait que effectivement la PROA doit être un outil, de premier plan pour les années à venir dans la branche des services de l'auto. C'est pourquoi la branche s'est saisie de cette opportunité dès qu'elle a pu. Et sachez que la branche des services de l'automobile a été l'une des premières à signer un accord de branche en la matière. Une question nous est posée, Rachid, sur est-ce que les mentions complémentaires entrent dans le dispositif PROA? Alors, je te laisse répondre à cette question, Rachid. Rachid, ton micro est coupé. Je n'avais pas la liste obligatoirement en tête, donc ce que je vais faire, je regarde. Est-ce qu'on a effectivement des mentions complémentaires? Alors, ne vous inquiétez pas, cette liste sera annexée au document de présentation, puisque vous retrouverez l'accord, on vous mettra l'accord PROA en complément avec l'annexe qui répertorie l'ensemble des certifications éligibles. Je crois qu'on en a quelques-unes qui sont dedans. Je vois la mention complémentaire, je pense que c'est la mention complémentaire réalisation des circuits
oléo-hydraulique. Mais vous avez la liste, là, toujours également sur le site, la maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements, et la mention complémentaire des systèmes embarqués de l'automobile. Mais celle-là, je me demande si elle n'est pas remise en cause, justement. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, écoutez, on vous mettra la liste complète. Sur les aides, on va évoquer ce point dans quelques instants. Je vous propose qu'on réponde à la question qui a été posée par Monsieur Le Saffre. Est-ce que la proie pourrait concerner une formation réalisée par des formateurs internes? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. Je pense qu'il peut y avoir effectivement de la formation interne. Alors, À la honnêtement, condition qu'il y ait de l'alternance et que la formation aboutisse oui. à une certification ou une qualification. Hein. Ah oui, non, mais bien évidemment, ça ne peut pas se faire autrement. Oui, non, mais je te rejoins complètement. Effectivement, là-dessus, les conditions sont pas remises en cause. Après, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, si un organisme de formation interne à l'entreprise était habilité, alors la question que vous allez avoir, en fait, c'est qu'une bonne partie, effectivement, des certifications en question sont des certifications portées par la branche, et pour lesquelles vous devez d'abord obtenir une habilitation de la NFA. Donc, sans habilitation de la NFA, vous ne pourrez pas délivrer la certification en tant que telle. Mais il n'y a pas d'interdiction de principe, à mon sens, pour la formation interne, sous réserve effectivement que on respecte les conditions que rappelait Virginie. Merci à tous les deux. Je vous propose que nous évoquions les modalités de prise en charge au titre du dispositif de la proie. Rachid, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les éléments de prise en charge mis en place au titre du dispositif proie par le Comobilité? Alors, ils sont à l'écran et ils sont clairement rappelés. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, sur la proie, vous avez la possibilité notamment de vous faire financer au titre de Cléa pour la prise en charge dans la limite effectivement de 9,15 € de l'heure. Après, ce qu'il faut surtout retenir, c'est l'action qui a été portée par la branche en matière de proie. On va être très clair, aujourd'hui, la proie, c'est un dispositif qui est magnifique parce qu'aujourd'hui, ça répond à un vrai besoin. Pour autant, le financement qui est apporté par France Compétences est relativement limité puisqu'on était plafonné à 3 300 €. Donc la branche des services de l'automobile, par la base notamment de sa contribution conventionnelle, a pu abonder pour permettre notamment à ce que les entreprises puissent avoir une véritable prise en charge. Et en fait, aujourd'hui, là où l'État propose 3 300 €, l'OPCO, par le biais notamment de la contribution complémentaire de branche, va pouvoir abonder à concurrence de 4 200 € pour obtenir notamment les taux de prise en charge que montrait à nouveau Lionel, c'est-à-dire 15 € pour des formations de courte durée de moins de 500 heures. Par exemple, on évoquait tout à l'heure avec Virginie le CQP, le titre vendeur conseil. Le titre vendeur conseil, on est sur moins de 500 heures, donc ça veut dire qu'on a effectivement une prise en charge à concurrence de 15 €. Pour des formations situées entre 5 et 600 heures, on arrive à 12,50 €, ce qui est largement aujourd'hui les tarifs pratiqués, et ainsi de suite. Donc vraiment aujourd'hui, je pense que sur le plan économique, on a, me semble-t-il, grâce notamment à la contribution conventionnelle de la branche, réussi à soulever une difficulté qui était une difficulté financière, liée notamment à la mise en œuvre de ces formations, parce qu'avec 3 300 €, on était incapable de satisfaire les exigences, qui étaient une certification, plus de 150 heures, et en même temps, effectivement, d'avoir un rythme d'alternance. Donc voilà, donc là vraiment, je me permets de le dire, les conditions sont réunies, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir au niveau de la branche des services auto une palette de formation qui est relativement large et qui couvre un grand nombre de métiers. On a des conditions financières qui sont attractives. On a des organismes de formation qui sont capables de répondre positivement aux demandes qui leur sont effectuées. Voilà. La seule chose qui nous manque, mais on saura s'en satisfaire, il nous manque juste le CERFA de l'État. Mais vous inquiétez pas, si vous avez une demande à faire, adressez-vous à votre délégation régionale et on trouvera les moyens de vous accompagner pour cette demande. Merci. Merci Rachid et merci à Virginie qui vous répond en direct également sur le chat. Et effectivement, je vous confirme que vous retrouverez bien les supports de la réunion. Rachid, concernant cet abondement porté à 4 200 €, cet abondement concerne l'ensemble des entreprises de la branche ou pas? Ah oui. Il n'y a pas un seuil au-dessus duquel il serait pas Pardonne-moi, oui, applicable. si, excuse-moi, oui, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, tu as raison, j'avais complètement oublié ça. Oui, comme quoi, j'aurais souhaité que ça ne soit pas limité, mais tu as raison, il faut le rappeler. Non, C'est effectivement, important de le dire. nos partenaires sociaux, mais je ne perds pas espoir de les faire bouger, ont souhaité, dans un premier temps, pour cette première année, se limiter aux seules entreprises
de moins de 250 salariés. Voilà. Bon, je ne vous cache pas que notre projet était d'aller au-delà. Bon, on a dû batailler. Et pour l'instant, cet abondement, il est limité aux seules entreprises de moins de 250 salariés, puisque c'est effectivement les desiderata de nos partenaires sociaux. Bon, je pense que si on arrive à leur démontrer par A plus B, et là aussi je compte sur vous, qu'on a des demandes et qu'on ne peut pas les satisfaire, je ne perds pas espoir effectivement de les faire évoluer et je pense qu'ils sont à l'écoute. Ils sont à l'écoute. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a assez peu d'éléments malgré tout à leur mettre sous la dent, si je puis dire, pour notamment les amener à évoluer dans leur position. Merci, Rachid de cette précision. J'ai une question pour tous les deux. Concrètement, si je suis une entreprise de la branche, je m'adresse à qui si j'ai un dossier PROA? Je m'adresse à qui en premier? Notamment pour les actions délivrées par le GNFA. Je m'adresse au GNFA ou à l'OPCO? On a perdu Virginie. Ah. Je te laisse répondre, Rachid, du coup. Ah, la voilà, elle arrive. Voilà. Excuse-moi. Alors du coup, j'ai été obligée de prendre un appel, je n'ai pas entendu la question. Alors, c'était une question pour tous les deux. Concrètement, si je suis une entreprise de la branche qui suis intéressée par le dispositif PROA et que je souhaite mettre en œuvre un titre VA, je m'adresse à qui en premier? Est-ce que je m'adresse au GNFA ou est-ce que je m'adresse à l'OPCO? Je pense qu'on s'adresse d'abord à l'OPCO pour connaître en fait tout le process administratif autour de la mise en œuvre de la PROA, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses indispensables à connaître, et ensuite au GNFA pour trouver le groupe dans lequel intégrer cette personne en PROA. Merci, Mais après, ça Virginie. peut se faire dans l'autre sens et les équipes du GNFA sauront guider l'entreprise vers son interlocuteur OPCO. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, vous le savez comme moi, de se retrouver, voilà, de se retrouver vers le bon interlocuteur, de se tourner vers le bon interlocuteur au bon moment. C'est vrai qu'avec la palette d'acteurs qui intervient sur une action de formation, les entreprises peuvent s'y perdre. Bon. Sachez. Oui, après, si je me permets quand même, j'entends effectivement la complexité et j'ai bien conscience du fait que la formation est avant tout un marché d'initiés. Mais malgré tout, on a vraiment fait un effort au niveau de l'OPCO ces dernières années pour renforcer l'action de terrain. On a des nouveaux conseillers qui ont été recrutés. On est en train d'ouvrir notamment au niveau de l'OPCO Mobilité de nouvelles antennes des délégations pour que vous ayez à chaque fois un conseiller à proximité. On a aujourd'hui environ une 50aine de conseillers sur le terrain qui sont là pour répondre à vos questions, qui peuvent vous rencontrer. Même pendant le confinement, premier ou deuxième, on a toujours été présent. On a organisé à chaque fois que c'était nécessaire, notamment des réunions téléphoniques, des réunions Teams. Il y a une équipe de 60 gestionnaires. Donc vraiment là-dessus, j'insiste, on renforce encore nos équipes en termes d'accueil et d'information parce que la proximité territoriale est pour nous un enjeu fort. N'hésitez pas à contacter votre délégation. N'hésitez pas à faire passer votre demande. Je rejoins complètement ce que disait Virginie. Vous pouvez le faire dans un sens ou dans un autre. De toute façon, je pense qu'ils arriveront toujours à vous renvoyer vers les bonnes personnes de part ou d'autre. Mais vraiment là-dessus, je pense qu'il y a des conseillers qui sont là. Il ne faut vraiment pas hésiter à les solliciter. J'insiste bien. Et j'ajouterais, si je peux me permettre, que vous pouvez également bénéficier du soutien du CNPA si vous rencontrez des difficultés dans le montage de vos actions de formation, dans les prises en charge de vos actions de formation. Le CNPA est là pour vous aider afin de faire le lien entre vous et l'OPCO Mobilité. Et votre serviteur peut également faire le lien avec Rachid en direct lorsqu'il le faut. N'est-ce pas, Rachid? Bien sûr, mais il y a là-dessus, moi je fais confiance à la proximité territoriale. Tout à fait, moi aussi, mais quelquefois, la proximité nationale joue aussi. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, un témoignage à apporter concernant le dispositif PROA? Monsieur. Non, je croyais que M. Bizet voulait témoigner, mais non. Pas de questions, tout est clair pour vous concernant le dispositif PROA. Dès demain, vous allez pouvoir
mobiliser ce dispositif pour accompagner le développement des compétences de vos salariés qui en auraient besoin au regard de vos besoins, des évolutions de vos métiers? Alors, j'ai une remarque, hein, je partage, Rachid, on est en direct. J'ai une remarque d'une participante ou d'un participant qui nous indique qu'en tant qu'organisme de formation, nous constatons que beaucoup d'entreprises ne savent pas ce qu'est un OPCO et à quoi cela sert. Je pense qu'il faudrait communiquer un peu plus auprès des entreprises. Bah, c'est un objectif effectivement pour tout un chacun et on essaye à chaque fois que c'est nécessaire ou à chaque fois qu'on en a l'occasion, pardon, de redonner l'information. Alors c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui les entreprises ont du mal. Après, je suis pas persuadé que dans le cadre de la branche automobile, cette difficulté aujourd'hui. Je pense que les entreprises ont bien fait le lien entre OPCA et OPCO. J'en témoigne aujourd'hui. Par le nombre de dossiers qui nous sont adressés régulièrement. Mais bon, si en fait on n'a pas l'information, ben, les organismes de formation savent dire aux entreprises qu'il faut s'adresser à l'OPCO. Merci, merci Rachid. Je vous propose d'évoquer donc et d'entamer la troisième partie de ce webinaire qui sera consacrée au dispositif de la branche, à savoir compétences emploi 2020-2022. Ce dispositif a été lancé en juin 2020. C'est un dispositif ambitieux sur 3 ans avec un budget global de 20 millions d'euros qui doit permettre aux entreprises de la branche d'adapter les compétences de leurs salariés aux évolutions techniques issues des nouvelles motorisations, à savoir véhicules hybrides, véhicules électriques, hydrogène, issues de la connectivité accrue des véhicules qui modifie le processus de maintenance et de vente du véhicule, et des évolutions issues du renforcement des normes liées à la protection de l'environnement et à la sécurité routière. Donc, un appel d'offres avait été lancé par l'OPCO Mobilité en fin d'année 2019 et le lancement officiel de ce programme est intervenu en juin 2020. Donc, comme je vous le disais, c'est un programme ambitieux sur 3 ans, puisque des objectifs quantitatifs ont été envisagés, sont également ambitieux, puisque on envisage de former plus de 14 000 stagiaires sur 3 ans, ce qui peut représenter un volume horaire de près de 357 000 heures de formation. Donc, vous constaterez, comme nous, que la branche a souhaité mettre en œuvre un dispositif de formation continue ambitieux. Alors, ce dispositif, ce programme est un dispositif qui s'adresse aux salariés des entreprises de la branche de moins de 50 salariés, avec un accompagnement renforcé pour les entreprises de moins de 11. Là également, on retrouve la même question, Rachid, que tout à l'heure sur le plan de développement des compétences. Si je suis une entreprise multi-établissement composée de 4 établissements de 20 salariés, j'échappe à ce dispositif. Je le disais tout à l'heure, c'est invariable, c'est-à-dire qu'en matière de formation professionnelle, comme d'ailleurs très souvent en matière de droit social, l'effectif qu'on prend en compte, c'est celui de l'entreprise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la notion d'établissement, elle est clairement codifiée, elle est identifiée par un SIRET, mais nous, on regardera toujours effectivement la situation de l'entreprise et son effectif en prenant en compte l'ensemble des établissements, c'est-à-dire le SIREN de l'entreprise. Donc, merci. 3 fois 20, ça reste. 3 fois 20, ça fait 60. Voilà. Et du coup, on est au-dessus, Rachid. Ouais. Voilà. Je te remercie de cette précision mathématique et implacable. Alors, ce qui vous intéresse, c'est de connaître évidemment les actions de formation qui seront éligibles à ce dispositif. Alors, sachez que ce programme de formation a été partagé, scindé en 3 lots. Un premier lot dédié aux formations métiers relevant du commerce et de la réparation automobile, lequel lot a été attribué au GNFA. Donc Virginie pourra nous parler de ce lot de manière plus complète dans quelques instants. Un deuxième lot dédié à l'accompagnement à la mobilité durable a été attribué à l'Institut national du cycle et motocycle, à l'INCM. Et enfin, un troisième lot dédié à la sécurité routière et à l'enseignement de la conduite a été attribué notamment à l'ANPER, l'Association nationale pour la promotion de l'éducation routière.
Quand tu dis Lionel, pardonne-moi, il a été attribué dans le cadre de marché Notamment. public. Oui, Non, oui, dans le c'est cadre ça. de marché public. Ah oui. C'est important de le rappeler parce Oui, que, oui. effectivement, aujourd'hui, les OPCO relèvent effectivement de marché public. Et à chaque fois que nous lançons une action comme celle-là, nous avons des marchés publics. Et les organismes que vous avez là ont été effectivement choisis par la commission d'appel d'offres sur la base des dossiers et des références qu'ils ont présentés. Oui, oui, tout à fait. Tu fais bien de préciser que désormais, tout doit passer par marché public et que l'OPCO Mobilité veille au bon déroulé de ces appels d'offres. Bien sûr. Virginie, en tant que présidente du GNFA, quelles sont concrètement les formations délivrées par le GNFA correspondant au lot 1, savoir les formations métiers relevant du commerce et de la réparation automobile? Alors, la liste des formations éligibles est longue. Voilà, vous en avez là un peu plus de détails. Vous verrez qu'en fait, les thèmes sont aussi variés que la maintenance VL avec tout ce qui est réglementaire, à savoir les habilitations électriques, les habilitations clim, avec des formations nouvelles comme les ADAS, comment ça s'appelle? Oh là là là, la maintenance des calculateurs, l'éco-entretien. Après, des formations plus classiques, techniques sur l'électricité, l'électronique. Des formations aussi en carrosserie peinture. Alors, carrosserie d'un point de vue technique, le débosselage sans peinture et d'autres techniques propres à la carrosserie. Des formations aussi de ce qu'on appelle la carrosserie plus tertiaire, à savoir une formation très intéressante sur la relation expert-carrossier. Voilà, le catalogue est important. Donc là, j'ai parlé du technique. Il y a aussi quelques références sur la partie commerce VNVO et un petit peu de références sur la partie transverse. Donc avant que Lionel me pose la question, effectivement, si vous voulez en savoir plus sur le type de formation, vous avez bien sûr la liste des formations accessibles sur le site de l'OPCO Mobilité, mais surtout directement sur le site du GNFA, www.gnfa-auto-auto-auto.fr. Sur la banderole principale, sur l'accueil de notre site, en deuxième page, vous avez un lien spécifique sur le dispositif compétences emploi. Et en cliquant dessus, vous avez accès à la liste exhaustive de toutes les formations, avec à chaque fois les fiches produits qui vous donnent les détails de la durée et de ce que l'on fait exactement dans ces formations. Et sur un autre côté, vous pouvez voir centre de formation par centre de formation. Vous pouvez déjà avoir les dates de formation qui sont déjà programmées dans les mois à venir. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur une formation qui vous intéresse, qui est déjà planifiée, remplir un formulaire de préinscription. Vous serez ensuite rappelé par notre service relation clientèle qui finalisera avec vous l'inscription de votre collaborateur. Finaliser parce que même si les formations sont prises en charge, pour autant, vous devez remplir un bulletin d'inscription qui est indispensable. De la même façon, si vous ne trouvez pas la formation qui vous intéresse dans ce menu déroulant, vous avez un formulaire spécifique dans lequel vous pouvez nous interroger pour savoir quand aura lieu une future formation qui pourrait vous intéresser et que vous n'avez pas trouvé dans le centre GNFA qui vous intéresse. Merci, merci Virginie pour ces informations très complètes. Sachez par ailleurs que l'OPCO Mobilité met un lien sur son site internet pour chaque organisme de formation qui délivre des actions de formation dans le cadre de ce dispositif. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver l'information via le GNFA, vous la trouverez via l'OPCO Mobilité et ou vous la trouverez également sur le site du CNPA. Donc, si j'ai bien compris, Virginie, si je souhaite mettre en œuvre une action de formation dans le cadre de ce programme compétences emploi, je m'adresse au GNFA qui m'aidera à identifier l'action de formation et ensuite le GNFA m'aidera également à déposer mon dossier. Vers qui je me tourne pour déposer un dossier et pour être pris en charge? Alors, dès lors que l'action de formation sera trouvée, le service relations clients accompagnera l'entreprise pour remplir le bulletin d'inscription, vérifiera avec l'entreprise son éligibilité au dispositif, à savoir être une entreprise de moins de 50 salariés et être à jour, bien sûr,
de ses cotisations formation auprès de l'OPCO. Et dès lors, le bulletin d'inscription suffira et il n'y aura pas d'avance de frais à faire de la part de l'entreprise pour payer la formation et ensuite se faire rembourser par l'OPCO. C'est le GNFA qui facturera directement l'OPCO de l'action de formation. D'accord, ça c'est un point important en termes de trésorerie pour les entreprises. Alors, j'ai plusieurs observations faites sur le fil de la conversation. Sur le site OPCO, où trouver l'information? Pouvez-vous être plus précis? Alors, je parle sous le contrôle de Rachid. Il faut aller dans l'onglet spécifique dédié à la branche des services de l'automobile, où apparaît les différents dispositifs de formation, et vous verrez un onglet sur votre gauche pour être totalement précis, dédié à compétences emploi. Et donc, dans ce cas-là, en cliquant sur l'onglet compétences emploi, vous verrez toutes les conditions d'éligibilité et toutes les modalités de prise en charge. Alors, cette action de formation ne rentre pas dans le plan de développement des compétences. Alors, c'est bien, je suis ravi que la question soit posée parce que justement, je voulais rebondir là-dessus. Non, elle ne rentre pas dans le plan de développement des compétences parce qu'elle relève d'un financement dédié, pris en charge par la branche. Mais, si vous envoyez votre bulletin et que vous ne cochez pas sur le bulletin, effectivement, si vous utilisez le bulletin du GNFA et sans préciser effectivement la case compétences emploi et que ça arrive dans une délégation, eh ben, la délégation peut imaginer effectivement que c'est une action que vous mettez en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences et elle peut l'imputer à tort, je le dis bien à tort, sur effectivement votre plan de développement des compétences. Donc, il est impératif que le bulletin d'inscription, vous le renvoyez au GNFA, mais surtout pas à l'OPCO, puisque nous n'avons rien à recevoir effectivement de la part des entreprises, et que sur le bulletin d'inscription en question, quand vous communiquez avec le GNFA, surtout vous cochez bien la case compétences emploi. C'est important pour le GNFA, c'est important pour nous, parce que ça nous permet, notamment si le bulletin arrive chez nous par erreur, de le renvoyer au GNFA par rapport à ça. Mais non, normalement, ça ne rentre pas, et il n'y a pas de normalement d'ailleurs, ça ne rentre pas dans le cadre effectivement de votre budget plan de développement des compétences, puisque ces formations ont déjà été achetées. D'accord, il n'y a pas un système de co-construction. Budgétairement parlant, non. Oui, les formations, elles ont été achetées dans le cadre du marché public, elles sont payées pour l'entreprise. Et vraiment là-dessus, voilà. Nous, on en a effectivement. Là, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais tu vas peut-être y venir sur la rémunération. Oui, on va y venir tout de suite. Je vais répondre à la question. Virginie, je te laisse réagir. Je vais répondre à la question de Romain sur la fermeture de certains centres du GNFA. Je n'ai pas voulu m'étendre en tout début de webinaire sur la situation de la formation pour le GNFA en 2020. L'année 2020 a été très difficile pour le GNFA qui s'est vu contraint à mettre en place un plan de licenciement économique. Nous sommes donc aujourd'hui très très contraints et obligés de diminuer nos charges, et nos charges aujourd'hui sont essentiellement des salaires et des loyers. Donc effectivement, il a été décidé, outre un plan de licenciement très important, de fermer certains centres qui étaient les plus petits et les moins représentatifs parce que moins dans les normes de ce que l'on attendrait aujourd'hui, à savoir essentiellement hébergés dans des CFA. Donc effectivement, ça a été le cas de Caen et du Mesnil-Esnard. Le GNFA, grâce à ses actions drastiques, va être en mesure d'assurer sa pérennité et de se redresser. Il faut que nous passions cette année 2021 pour vérifier que toutes les actions mises en œuvre suffisent à assurer l'avenir. Et nous nous engageons courant 2022 à réfléchir à de nouvelles implantations du GNFA au-delà des 13 centres les plus importants qui existent encore sur le territoire et qui appartiennent à la SCI de la branche des services de l'auto. Et effectivement, la région Normandie et avec la région Bourgogne-Franche-Comté, avant que quelqu'un ne pose la question, sont deux endroits qui sont très mal couverts aujourd'hui par nos 13 centres GNFA. Donc ce seront les deux endroits dans lesquels nous chercherons le plus vite possible une solution
pérenne et économiquement viable pour le GNFA. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où nous serons, comment, mais en tout cas, nous avons bien conscience qu'il faudra, dès que la situation nous le permettra, et vraisemblablement en 2022, il nous faudra revenir au plus près dans ces deux bassins d'emploi. Merci Virginie pour ces précisions. Nous avons fait un focus sur le GNFA et effectivement ce matin. Sachez par ailleurs, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, que 2 autres lots ont été attribués. Donc le deuxième lot dédié à l'accompagnement à la mobilité durable en lien avec pour un lot attribué à l'INCM. Donc dans le support de présentation, vous retrouverez les thématiques des formations s'inscrivant dans le cadre de ce lot. Je vous invite à vous rapprocher de chaque antenne locale de l'INCM pour obtenir des informations complémentaires. Il en est de même pour le 3e lot dédié à la sécurité routière et à l'enseignement de la conduite, qui a été attribué, je vous le rappelle, notamment à l'Ampère. Et vous voyez afficher les différentes thématiques des formations. Là également, je vous invite à vous rapprocher de l'organisme de formation pour obtenir des informations complémentaires. Je vous confirme, Monsieur Martin, que Compétences Emploi s'adresse uniquement et exclusivement aux entreprises de moins de 50 salariés. Sur les modalités de prise en charge, c'est un point important sur lequel on souhaitait revenir ce matin. Rachid, je parle sous ton contrôle évidemment, tu nous confirmes bien que les coûts pédagogiques sont pris en charge dans la limite, à 100%, mais dans la limite de 65 € par heure de formation. Non, mais c'est vraiment, à la limite, j'ai envie de dire, une préoccupation qui ne doit pas être celle de l'entreprise, parce que les formations seront achetées et payées. Donc en fait, il n'y a aucun coût supplémentaire, Virginie ne dira pas l'inverse, qui peuvent être demandés par l'organisme de formation. Les formations, elles ont été achetées dans le cadre d'un marché public, sur la base d'un tarif qui a été proposé par l'organisme de formation, qui s'est engagé à tenir ce tarif sur la durée du marché. Donc c'est comme pour les constructeurs, hein, il y a un tarif pour la vente des voitures, et on s'y tient. Donc il n'y a pas de coût supplémentaire, en tout cas sur le plan pédagogique, pour l'entreprise, c'est pris en charge à 100%. C'est pris en charge à 100% sur la base de votre contribution conventionnelle apportée à la branche. La seule exception, si tu me permets, oui. Virginie n'a pas dit, mais moi je vais le dire aussi, c'est qu'effectivement, c'est financé sur la base de la contribution conventionnelle pour les gens qui sont un jour de leur contribution conventionnelle. Et à un moment ou à un autre, la solidarité, elle a aussi ses limites sur ce plan-là. Avant de prendre en charge une action de formation, même si l'entreprise a suivi l'action de formation, le GNFA, l'INCM, l'Ampère ne vont pas les vérifier. Ce n'est pas de leur responsabilité que l'entreprise est à jour de ses contributions. Donc, si l'entreprise n'a pas réglé ses contributions et qu'elle a suivi effectivement une action de formation, eh ben, nous aurons, la contrainte d'annoncer au GNFA, l'INCM ou Ampère que nous ne pouvons pas prendre en charge cette formation parce que l'entreprise en question n'est pas à jour de ses contributions. Et dans ce cadre-là, je parle sous le contrôle de Virginie, l'opérateur de formation devra lui facturer normalement l'entreprise. Voilà. Donc effectivement, à chaque fois qu'on peut régulariser la situation, on le fait. Mais c'est vrai qu'on a, je suis désolé de le dire comme ça, quelques irréductibles. Et à un moment ou à un autre, on ne peut pas faire supporter à la collectivité, effectivement, la charge de formation pour des entreprises qui ne financent pas la contribution de la branche. Merci Rachid pour ces précisions. Je crois, Rachid, qu'un accompagnement financier a été mis en place pour les actions de formation qui débuteraient avant le 31 décembre 2021. Oui, en fait, initialement, les partenaires sociaux de la branche souhaitaient concentrer l'ensemble des moyens sur effectivement la prise en charge des coûts pédagogiques. Parce qu'on pensait que c'était vraiment là que les entreprises avaient besoin effectivement de ce coup de pouce, indépendamment notamment des charges salariales. On s'est retrouvé lors du lancement effectivement de l'appel à projet Compétences Emploi dans une année très particulière qui était l'année 2020. Donc les partenaires sociaux ont choisi dans un premier temps de mettre en œuvre un accompagnement dédié, plus particulièrement pour effectivement les entreprises de moins de 11 salariés, sous la forme de la prise en charge effectivement d'un forfait salarial de 13 € pour chacune des heures de formation suivies. Ce qui veut dire que l'entreprise bénéficie et de la prise en charge du coût pédagogique et d'une prise en charge forfaitaire
pour effectivement le salaire. Et j'ajoute qu'elle ne fournit ni le justificatif, ni le bulletin de salaire. Il suffit juste qu'on ait effectivement, dans le cadre des remontées que nous font les organismes de formation et notamment le GNFA, d'une information selon laquelle le salarié a suivi, et ça débloque automatiquement effectivement les fonds. Et parce que effectivement l'année 2020 a été ce que chacun sait, et que 2021 se présentait aussi sous des auspices compliqués, on a choisi d'étendre la mesure aux entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire aux 49, et ce jusqu'effectivement à la fin de cette année. Donc voilà. Donc vraiment cette année, je fais la promotion parce qu'il faut la faire de ce dispositif qui est un dispositif unique au sein de l'Opcomobilité. Enfin, je le dis haut et fort. On a vraiment mis des moyens, la branche a vraiment mis des moyens. Et là, du coup, les entreprises se voient couvertes et sur le coût pédagogique et sur une partie effectivement des charges salariales. Merci, merci Rachid. Pour les entreprises de plus de 11 et de moins de 50, le remboursement au titre du forfait salarial est pris en compte à partir du 25 mars 2021 pour les demandes notifiées à partir du 25 mars 2021, c'est bien ça? Tout à fait, c'est effectivement ce qui est indiqué parce qu'on ne pouvait pas effectivement faire rétroagir effectivement la mesure, donc on est parti sur cette base-là. Merci, merci à tous les deux pour vos explications concernant ce dispositif. Sachez que le CNPA a fortement communiqué sur ce dispositif compétences emploi. Un YouTube Live avait même été organisé en juillet dernier avec la participation de Virginie de Pierrepont qui nous fait l'amitié d'être présente ce matin également. De nombreux articles ont été dédiés à ce dispositif. Je voudrais, avant de prendre la dernière question, je voudrais savoir si parmi vous, certaines entreprises ont déjà mobilisé ce dispositif et si vous avez rencontré des difficultés, enfin nous donner vos observations, votre sentiment sur la mise en œuvre d'un tel dispositif. Allez-y, hein, la parole est libre. N'hésitez pas à solliciter une intervention. En attendant que quelqu'un se dévoue, je vous propose de répondre, Rachid et Virginie, à la question qui nous a été posée par Madame Vallard. Quel organisme de formation dispense des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent pour les futurs retraités? Rachid, tu as une idée? Alors, on parle plus de compétences emploi là. Non, là on dévie un peu. Là, comme ça, je ne saurais pas vous répondre à la question, donc je vais vous faire la réponse habituelle. Dans ce cadre-là, je pense que le plus simple, c'est de vous rapprocher de la délégation et d'un conseiller qui, sur la base notamment des informations dont il dispose, fera une veille et vous dira sur votre territoire, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, vous n'allez pas traverser la France et c'est légitime, si on arrive à identifier les organismes sur ces sujets-là. Alors ce sujet-là, si je peux me permettre, ces actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent pour les futurs retraités, c'est un dispositif qui vient d'être mis en place par un décret de mai dernier. Donc peut-être qu'on n'a pas encore toutes les informations concernant les organismes de formation qui seraient susceptibles de dispenser de telles actions. Virginie? Oui, ou je disais se rapprocher peut-être d'IRP Auto, qui peut déployer aussi et qui va déployer ce type de formation suite au dernier décret. C'est possible. Tout à fait. Alors, une dernière question de la part de Monsieur Le Saffre. Pouvez-vous préciser les conditions de mise en œuvre de la FEST? Alors là également, on dévie un petit peu du champ. Rachid? C'est une colle, j'ai essayé de vous le faire de mémoire, mais en fait, les actions de formation au titre de la FEST, d'abord, c'est réservé aux entreprises de moins de 5. Alors, la prise en charge des actions de formation au titre de la FEST, elle est réservée aux seules entreprises de moins de 50 salariés, puisque effectivement, c'est ce qui a été prévu par les textes, et on ne sort pas notamment des conditions. Schématiquement, aujourd'hui, il faut qu'il y ait effectivement une action de formation avec notamment les caractéristiques qui sont celles de la formation en situation de travail, c'est-à-dire un accompagnement qui soit fait à la fois des personnes qui forment et de celles qui sont formées, la mise en place d'un processus de tutorat. Et au niveau de la branche des services de l'automobile, parce qu'il y a un accompagnement qui est fait, on demande également à ce qu'il y ait la formalisation d'un projet, notamment avec le concours de la délégation, et dans lequel on identifie notamment le fait que
La FEST est mise en œuvre parce qu'il n'y a pas d'offre de formation à proximité, parce qu'il y a une formation de formateur qui est réalisée en tant que telle, et parce qu'on est bel et bien dans le cadre d'un projet pour lequel la formation a du sens. Pour être clair, il ne faut pas que la formation en situation de travail, ça devienne la formation sur le tas. Ce n'est pas une alternative à la formation qui est dispensée. Ça renvoie vraiment aujourd'hui à un processus. Il y a une réflexion pédagogique sur notamment les conditions dans lesquelles elle peut être proposée au sein de l'entreprise. Alors, je pense que le plus simple là-dessus, c'est de vous renvoyer vers le site de l'OPCO ou sur celui de la NFA, sur lequel vous trouverez effectivement une série de choses, parce qu'il y a un gros travail qui avait été fait par la NFA en son temps sur le sujet. Et puis ensuite, réponse habituelle classique, mais croyez-moi, c'est la meilleure. Il y a vraiment des conseillers qui sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre d'un projet de ce type. Je ne vais pas vous renvoyer par le GNFA, puisque c'est une formation en situation de travail, ce n'est pas le GNFA qui la mettra en œuvre. Mais par contre, on a des conseillers qui ont été formés sur le sujet, avec effectivement des experts. On a beaucoup travaillé avec la branche sur le sujet. Voilà. Après, il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un dispositif qui est très ponctuel, qui peut répondre à des situations bien précises. Pour autant, je ne sais pas si Lionel, tu avais envisagé de le dire, mais moi, je voudrais parler des parcours de formation. Je te laisse le soin de l'évoquer. Ah oui, parce que là, il y a une opportunité qui vous est offerte notamment par la loi, qui est de dire que, en complément du plan de développement des compétences, vous avez aussi la possibilité de mettre en œuvre des parcours de formation pour lesquels les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient notamment d'une prise en charge de 1 200 € de la part de l'OPCO, prise en charge qui peut être bonifiée notamment par le biais de la branche des services de l'automobile, dès l'instant où vous vous inscrivez dans une action qui correspond à un parcours. Alors, un parcours, ce n'est pas obligatoirement un diplôme, ce n'est pas obligatoirement un CQP, mais c'est un parcours qui correspond à une cohérence au plan professionnel. Vous passez d'une fonction A à une fonction B et vous avez besoin notamment de suivre une formation proposée par le GNFA, proposée par un autre organisme, parce que notamment, il y a une véritable montée en compétences. Donc, on n'est pas sur de l'entretien ou du développement des compétences, on est réellement sur du parcours. Donc, sachez que si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, on peut vous accompagner dans effectivement la mise en œuvre de ce parcours. Il faut là aussi le formaliser et nous l'expliquer de la manière la plus simple et la plus intelligible possible. Et là, ça vous permet effectivement d'avoir une prise en charge jusqu'à concurrence de mémoire de 4 200 €. C'est-à-dire les 1 200 € qui sont apportés par l'OPCO et 3 000 € qui vous sont apportés par la branche. Et ça peut viser notamment, j'en aurai fini après, l'obtention aussi d'habilitation, pas les habilitations ou même les, cherche le mot, dans le contrôle technique, vous avez des accréditations, c'est ça? Des agréments. Des agréments, merci. Voilà. Donc, ça peut être utilisé notamment pour l'obtention d'un premier agrément, pas de la révision. Ce n'est pas un agrément. Je vois effectivement une personne du secteur à l'écran. Elle pourra m'aider. Ce n'est pas une habilitation, c'est une… C'est un agrément qu'on obtient. C'est l'agrément? Ah bah voyez, je pensais que ça s'appelait pas un agrément. Ok, donc c'est le premier agrément. Désolé Lionel. Non, pas de souci. Est-ce que vous avez des… Merci beaucoup Rachid pour ces précisions complémentaires. Est-ce que vous avez une dernière question à nous poser concernant l'ensemble des points évoqués ce matin? Si vous n'en avez pas, je vous propose de conclure. Mais avant de conclure, je tenais à remercier chaleureusement Virginie de Pierrepont et Rachid Hanifi d'avoir accepté de participer à ce webinaire et d'avoir accepté de jouer le jeu des questions-réponses. Et je sais que c'est un exercice délicat et je les remercie chaleureusement. Et je les remercie également de nous avoir apporté toute leur expertise en la matière. Je tiens à remercier également Olivier Maury pour l'organisation de ce webinaire. Et enfin, je vous remercie toutes et tous pour votre attention et votre participation et votre écoute. Et on vous dit donc à très bientôt pour un nouveau webinaire. Et n'hésitez pas à vous tenir informé sur le site du CNPA. Et on vous transmettra évidemment par la suite le support de présentation intégrant les différentes précisions qui ont été apportées par nos deux experts. Merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous, bonne journée, merci de votre écoute. À bientôt.